Dans cette partie du cours, nous allons nous intéresser au problème de décodage par syndrome. Alors c'est un problème difficile, qui a été montré à NP complet, donc il n'y a pas d'algorithme polynomial pour le résoudre, et qui va servir de base pour construire des cryptosystèmes basés sur les codes correcteurs d'erreur. Alors on a en données, donc en entrée, trois valeurs que l'on connaît, H, c'est-à-dire une matrice soit aléatoire, soit la matrice de parité d'un code, mais en tout cas une matrice qui aura n-k lignes et n colonnes. Donc ça c'est quelque chose qui va être public, que tout le monde connaît. On va avoir un syndrome, donc une valeur S, qui sera un élément de fq puissance n-k. Et enfin un entier t. Et le problème difficile, c'est de prouver l'existence, et aussi de déterminer ce vecteur, ces deux problèmes-là sont difficiles, d'un vecteur E, tel que h fois E égale S. Donc tout le monde connaît H, tout le monde connaît S, tout le monde connaît T, c'est-à-dire le nombre de coordonnées non nulles de E. Et le problème, c'est retrouver un E de poids T qui vérifie ça. D'accord ? Donc cette relation-là, on peut la voir sur cette grande image. On a une matrice H publique, un vecteur S public, tout le monde connaît. Trouver E de poids T tel que HE égale S, et bien ça c'est un problème difficile. Difficile au point qu'il est NP complet. Si je vous donne H et S, vous n'allez pas pouvoir trouver de E facilement de poids T. Ensuite, il y a des instances simples. Par exemple, si S est égal à une colonne de H et que T égale 1, il est évident que c'est cette colonne-là qui donne S. Quand on fait le produit par une matrice et un vecteur, où le vecteur est sur la droite de la matrice, ça correspond à faire la somme de colonnes. Ici, ça correspond à faire la somme de cette colonne, plus cette colonne, plus cette colonne. On ajoute ensuite ces trois colonnes-là, 1, 2 et 3, et on obtient S. Donc résoudre ce problème de décodage par syndrome, c'est trouver quelle colonne on a sommée pour obtenir ce S que l'on connaît, sachant qu'il y en a exactement T. Donc ça c'est le problème difficile. Alors si on a un algorithme qui permet de faire ça, qui permet de retrouver le E à partir de H, S et connaissant T, on dit qu'on a un algorithme qui permet de décoder par syndrome. Donc on a un algorithme de décodage par syndrome, c'est une application, on va noter gamma de H, donc pour cette matrice H spécifique là, qui on lui donne en entrée H E transposé, donc on lui donne en entrée ce S là, et il va nous retourner le E de poids T qui vérifie H E transposé égale S. Donc ça, ce sera possible que si le poids de l'erreur est plus petit ou égal à T. S'il n'y en a pas, s'il n'existe pas de E qui vérifie ça, il ne retournera rien. En tout cas, il retournera l'algorithme de décodage retournera le E de poids T qui vérifie ça, s'il existe. Alors pour pouvoir utiliser ce problème en cryptographie, il va falloir qu'on ait un moyen de transformer un message en un élément qui soit de longueur n et de poids t. Parce que comme je vous l'ai dit, le E à retrouver, ce sera dur de le trouver s'il est de poids t. S'il est de poids 1, c'est facile. S'il est de poids grand, c'est facile. Mais de poids exactement t, on verra par la suite quelle est la valeur de t pour laquelle le problème est le plus difficile. Et bien ça sera difficile si le poids de E est proche de ce t là. Donc on va considérer un moyen de transformer notre message qui sera quelconque en un message qui soit de longueur n et de poids t. Donc ça c'est la première partie de ce cours, comment on encode un message en un mot de poids constant, donc fixé, n c'est le nombre de bits et t c'est son poids. Donc comment on va faire pour trouver une application, phi on va l'appeler, qui à n'importe quel élément d'un ensemble 0,1 puissance L, donc L on le déterminera par la suite, va nous associer de manière unique un élément de WNT. WNT, c'est l'ensemble des mots de longueur n et de poids t. Donc c'est dans toute la suite ce sera que des vecteurs binaires, ils vont avoir n coordonnées et uniquement t coordonnées qui seront non nulles. Donc la suite de ce cours, ça va être de caractériser cette application phi, comment on peut la déterminer. Alors ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est la méthode énumérative. La méthode énumérative, elle va être optimale en termes de taux d'information. C'est-à-dire que je vais construire une application qui sera bijective, qui a tous les mots de 0,1 puissance L pour un L bien choisi, va m'associer un mot de longueur n et de poids t. Et vice versa, pour tous les mots de longueur n et de poids t, j'aurai un unique antécédent. Donc l'application réciproque, donc phi nt-1, elle va partir
des mots de longueur n et de Poitet qui sont caractérisés par l'indice des positions non nulles. C'est-à-dire que si j'ai un mot de longueur n et de Poitet, la première fois que je vois un 1, ce sera à l'indice I1. La deuxième fois I2, jusqu'au tème 1, qui sera à la position IT. Donc si je donne I1 à IT, donc ces t valeurs-là, qui correspondent aux positions des 1 de mon mot, eh bien je peux lui associer un élément de l'ensemble 0 t parmi n, en faisant les combinaisons des coefficients binomiaux ici, 1 parmi I1 plus 2 parmi I2 jusqu'à t parmi IT, et j'aurai un unique élément image dans cet ensemble d'arrivée. Donc si on veut que l'application soit bijective, il faut que à l'arrivée, il y ait autant d'éléments qu'au départ, et des mots de longueur n et de Poitet, eh bien j'en ai t parmi n. Donc mon ensemble d'arrivée, il doit avoir le même cardinal que mon ensemble de départ, donc je dois avoir t parmi n éléments. Donc si je pars de 0, je vais jusqu'à t parmi n. Exclu. Ok, c'est bijectif, là j'ai plein d'entiers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à t parmi n. Donc on va expliquer comment on va faire cet encodage, phi nt, et comment on fait la fonction réciproque. C'est assez simple, on a juste à faire la somme de ces coefficients binomiaux là. Calculer la réciproque, phi nt-1, nécessite le calcul de t coefficients binomiaux, donc ces coefficients binomiaux qui sont ici. Quand t n'est pas trop grand, calculer l'inverse, phi de nt, n'est pas significativement plus coûteux. On va voir que l'algorithme qu'on va dérouler, si t est petit, ça va être quasiment le coût de t coefficients binomiaux à calculer. Ces deux opérations-là, phi nt et sa réciproque, peuvent être obtenues en calculant t coefficients binomiaux et avec un coût d'environ, on va dire, tl opérations binaires. D'accord, donc c'est L, c'est le coût des opérations binaires. Pour faire le calcul des coefficients binomiaux, on aura t fois L opérations binaires à effectuer. Pour pouvoir dérouler cet algo, je vais avoir besoin d'une table qui va représenter les coefficients binomiaux. Donc ici, je la rappelle ici. On a dans cette table t parmi n. Pour différentes valeurs de n qu'on va lire ici, ce sera la première colonne. Donc n va varier de 0 à t, à 10 pardon. Et ici, on a les valeurs de t qui vont aller de 0 à 10 aussi. Et donc par exemple ici, j'ai 1 parmi 2. Il y a deux façons de prendre un élément parmi deux éléments. On voit bien que toutes ces lignes-là sont nulles, ou n'existent pas, toutes ces cases-là, parce que je ne peux pas choisir un élément parmi 0, ni deux éléments parmi 1, etc. Donc on reconnaît bien une matrice qui va être triangulaire inférieure. Ici, il n'y a que des valeurs nulles. Alors comment je fais? Je pars de mon entrée x, qui doit être un élément de 0 t parmi n, et je vais lui associer en sortie les t positions des valeurs non nulles de mon vecteur qui appartient à wnt, donc de longueur n et de Poitet. Je pars de j égale t, donc je fixe un compteur, j égale t, que je vais décrémenter par la suite. Et tant que j est positif, je vais faire l'opération suivante, je vais calculer l'inverse binomial de xj. Donc x c'est mon entrée, j au départ ça vaudra t, et je calcule l'inverse binomial. Alors qu'est-ce que c'est que cet inverse binomial? Eh bien on le voit ici, inverse binomial de xj, ça va nous retourner l'entier i tel que j parmi i soit plus petit que x, soit strictement plus petit que j parmi i plus 1. Donc là on a bien une inégalité large, et là une inégalité stricte, c'est important pour la suite. On va voir sur un exemple comment ça fonctionne, de déterminer ce i qui vérifie cette relation-là. En tout cas, il sera unique, il n'y a qu'un seul i qui vérifie ça. Une fois qu'on aura déterminé ce i-là, on va lui donner sa valeur, i indice t pour le premier, et on va mettre à jour x en le remplaçant par x moins j parmi ij. Donc x moins t parmi it pour la première valeur de j. Et ensuite on décrémente j. Alors ça paraît un peu confus comme ça, on va voir sur un exemple pour bien comprendre. Donc je prends l'exemple de t égale 3, n égale 5 et x égale 7. Et je veux associer au nombre 7 un élément qui sera de longueur 5 et de poids 3. Et ce de manière bijective, donc je vais utiliser cet algorithme de décodage énumératif. Alors première chose à vérifier, c'est que 7 appartient bien à l'ensemble des antécédents, ou à l'ensemble de départ de mon application phi, c'est-à-dire à l'intervalle 0, 3 parmi 5. 3 parmi 5, je peux le voir ici dans mon tableau, ça fait 10, donc j'ai bien 7 qui appartient à l'intervalle, donc je vais pouvoir calculer son image.
Par contre, je ne pourrais pas calculer l'image du nombre 11, ou même du nombre 10. D'accord? Puisqu'il y a 10 éléments qui sont de longueur 5 et de poids 3. Donc ce sera tous les éléments de 0 à 9 que je vais pouvoir encoder en un élément de longueur 5 et de poids 3. Mon algo il va nous donner 3 valeurs, I1, I2, I3, qui correspondent aux positions des 1 dans mon vecteur solution. Donc je commence par mettre J à 3, puisque l'initialisation c'est J égale T, et je calcule l'inverse binomial de 7, 3. Donc l'inverse binomial de 7, 3, c'est I tel que J parmi I est plus petit que X est plus petit que J parmi I plus 1. Donc ici on a 3. Donc la valeur du bas ce sera 3, donc je vais regarder dans cette colonne là. 3. Le nombre X c'est 7, donc je dois trouver entre quelle valeur et quelle valeur se trouve le nombre 7. Ben là je vois que 7 c'est entre 4 et 10. Donc ça veut dire que I vaut 4, parce que 3 parmi 4 ça fait 4, et que 3 parmi 5 ça fait 10. Donc ça veut dire que mon I3 il est égal à 4. Je continue, je mets à jour X, X prend la valeur, donc ça va ici, X prend la valeur 7 moins 3 parmi 4. 3 parmi 4 c'est 4, 7 moins 4 ça fait 3, donc là j'ai mis à jour X. Maintenant je décrémente J, J vaut 2. J est toujours positif, donc je rentre encore dans ma boucle. I2 c'est l'inverse binomial de 3,2. Alors l'inverse binomial de 3,2, donc je regarde dans la colonne où T vaut 2. L'inverse binomial de 3, 2, ça va être, ici on a le nombre 3, ici on a le nombre 6, donc 3 c'est bien compris largement, une inégalité large, c'est-à-dire c'est bien, pardon c'est pas celui-là, c'est celui-là, 3 c'est bien plus petit ou égal à 3, qui est strictement plus petit que 6. Donc ça veut dire que mon indice I2 vaut 3. Ensuite, j'ai mis à jour mon inverse binomial, je vais mettre à jour X. X reçoit X moins J parmi IJ, donc il reçoit 3 moins 2 parmi 3. 2 parmi 3, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. Donc X vaut 0. Je décrémente J, J vaut 1. J vaut 1, donc il est toujours strictement positif. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer I1, qui va être l'inverse binomial de X qui vaut 0, J qui vaut 1. Inverse binomial de 0, 1. Donc là, je suis dans la colonne, première colonne, puisqu'on a 1. Je dois trouver entre quelle et quelle valeur est le nombre 1. Eh bien, le nombre 0, pardon. Le nombre 0, il est bien entre la G0 et la G1. On a une inégalité large, je le répète ici, donc on va associer pour la valeur inverse binomiale de 0,1 la valeur 0, parce que 0 est compris entre 1 parmi 0 et 1 parmi 1. Donc I1 prend la valeur 0. Très bien, je mets à jour X, X c'est 0 moins 0, donc X vaut toujours 0, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas écrit ici. Une fois qu'on a un X qui vaut 0, on sait qu'il vaudra toujours 0. Et J prend la valeur J-1. Donc J-1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc là, j'ai terminé ma boucle, puisque J n'est plus strictement positif. Donc je sors de cette boucle. Donc j'ai terminé. Je renote les 3 valeurs I1, I2, I3. Donc I3 vaut 4, I2 vaut 3, et I1 vaut 0. Donc là, mon 3, il n'a pas encadré. Très bien. Donc phi 5,3 de 7, 7 c'était ma valeur d'entrée x, correspond à 1, ça c'est un 1 sur la 4e position, un 1 sur la 3e position, donc là c'est la 4e position, alors vous ne voyez pas, je vais décaler un petit peu pour que ça soit plus facile à lire, j'ai mis un 1 sur la 4e position, ici, 4, un 1 sur la 3e position, 0 sur la deuxième, 0 sur la première, et un 1 en position 0. D'accord? Donc là c'est I0, pardon, I1 qui vaut 0, I2 qui vaut 3, et I3 qui vaut 4. Donc j'obtiens bien ce nombre-là en binaire. Ça fait 16 et 8, 24 et 1, 25, ça correspond au nombre 25. Donc l'image phi 5,3 de 7, c'est le nombre décimal 25. Je
Je peux vérifier ça facilement en calculant l'application réciproque. Si je prends phi 5,3 moins 1 de 25, eh bien, je dois bien retrouver 7. Alors comment je fais pour faire ça? 25, je l'ai écrit en binaire, c'est 1, 1, 0, 0, 1, ici. Donc ça veut dire que j'ai un 1 en position 0, un 1 en position 3 et un 1 en position 4. Et je calcule ce que j'ai vu ici. 1 parmi 0, plus 2 parmi 3, plus 3 parmi 4. 1 parmi 0, ça fait 0, 2 parmi 3, ça fait 3, et 3 parmi 4, ça fait 4, donc j'obtiens bien 7. Donc là, j'ai fait l'encodage sur toute cette partie-là. Donc c'était un peu calculatoire, mais c'était pas très compliqué. C'était uniquement l'inverse binomial qui était un peu coûteux, mais en le lisant dans une table, c'est assez efficace. Et l'application réciproque, on voit que c'est très peu de calcul, c'est la somme de 3 coefficients binomiaux, donc c'est assez rapidement fait. Je vous conseille de faire ça à chaque fois, de calculer l'application réciproque, pour pouvoir vérifier rapidement si votre résultat est correct. Parce que dans la suite, on aura à faire plusieurs fois l'encodage, donc l'application phi nt, d'un nombre x, qui sera parfois notre message et parfois autre chose, on le verra par la suite. Donc là, j'espère que ça va aller pour vous, on va faire un exercice après là-dessus. Maintenant, on va attaquer la dernière partie, le décodage par ensemble d'informations. La dernière partie de cette partie décodage par syndrome, décodage par ensemble d'informations, et pour ça, je vais faire une autre vidéo.